Les États-Unis au Niger, quelles sont leurs raisons et leurs objectifs pour maintenir leur présence? Nous nous interrogeons encore ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Les forces américaines ont redémarré depuis, on va le dire ainsi, le 13 septembre dernier au moyen de drones et d'avions légers. Les vols de surveillance et de reconnaissance à des fins de protection des soldats, nous dit-on, du côté du Niger. L'armée américaine a donc repris en partie ses activités au Niger, a confirmé le jeudi 14 septembre dernier le département de la défense des États-Unis. Les forces américaines ont redémarré depuis quelques temps d'ailleurs les vols de surveillance et de reconnaissance au moyen des drones et des avions légers dont elles disposent dans le pays sahélien, a indiqué le Pentagone dans une déclaration à Air and Space Forces Magazine, une revue militaire spécialisée du côté des États-Unis. Ces vols, nous dit-on, sont limités à des fins de protection des soldats, a précisé d'ailleurs le porte-parole du Pentagone, le général Patrick Ryder, alors que on va le dire ainsi, on a renversé Bazoum le 26 juillet dernier, le président qui était en place. Nous n'avons pas repris des missions de formation et d'assistance aux forces nigériennes, ni la coopération antiterroriste avec Niamey, avait-il ajouté lors du congrès annuel de l'Association des forces aériennes et spatiales américaines à Washington. Le général Lames Ecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe et en Afrique, avait indiqué que les États-Unis pouvaient désormais, grâce au processus diplomatique, reprendre un grand nombre de missions qu'ils effectuaient auparavant au Niger. Quelles sont leurs raisons et leurs objectifs pour maintenir leur présence au Niger? Nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani encore. Ce matin, président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Joseph. Bonjour à toute la grande famille de Panafricanist TV que nous retrouvons avec beaucoup de joie, malgré un agenda un peu surchargé ces temps-ci. J'ai lu les commentaires et je voudrais les rassurer. Nous sommes là. Oui, nous sommes là. Il peut arriver de temps en temps qu'on soit bousculé, mais on est là. Panafricanist TV, c'est notre famille. Donc, salut déjà Giresse. Il peut bloquer l'émission. Il ne faut pas l'énerver. C'est le vrai boss. Salut le patron. Et nous, on est assis là, on nous voit, on pense que nous sommes importants. Et Giresse, là, on ne le voit pas, mais c'est le plus important. Hein. Oui. Il a la manette technique. Nous le saluons. Comme nous saluons tous ceux qui soutiennent, ont répondu favorablement à l'appel que vous avez lancé, en notre nom à tous. Nous les remercions. Nous saluons l'interactivité qui se fait à travers les commentaires, que nous lisons tous les jours, et qui nous enrichissent énormément. Merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir, président Badakani, encore ce matin. Nous parlons justement des États-Unis au Niger. Quelles sont leurs raisons et leurs objectifs pour maintenir leur présence dans ce pays? Il faut d'abord partir d'un principe. Les États-Unis, c'est un empire militaire. C'est un hégémon militaire, hyper militaire, à façade démocratique. La façade institutionnelle démocratique fait diversion pour masquer le fait qu'on a fait un empire militaro-industriel. Et donc, à partir du moment où il se présente comme étant la nation à la destinée manifeste, c'est-à-dire qui a vocation à être le gendarme du monde, à protéger le monde, à nous préserver de tous les fléaux que la civilisation peut engendrer, et même qui peuvent venir d'ailleurs, même des ovnis, pas des forces extraterrestres. Ils ont donc organisé le monde en régions militaires. Et il faut comprendre que l'Afrique est une région militaire, et dans laquelle vous avez des sous-régions militaires, n'est-ce pas? Des sous-régions militaires. Ça, c'est au niveau de l'organisation générale. Donc, on organise des Africom. Africom, par exemple, s'inscrit dans cette dynamique-là. Bon, ils n'ont pas encore Africom. Il y a le même dispositif en Amérique latine, en Asie, hein, et même en Europe. Oui. Vous connaissez vous savez que l'Allemagne est en réalité une base militaire américaine. L'Allemagne, c'est une base militaire américaine. Beaucoup de gens ne le savent pas. Vous avez de nombreuses bases militaires américaines dans chaque région allemande. Les gens ne le savent pas. Et l'Amérique, donc, signe des accords spécifiques et secrets avec des États en fonction de leur stratégie militaire et des menaces qu'ils ont définies et identifiées comme telles. Il y a une différence entre définir une menace et identifier une menace. Les gens doivent faire attention. Donc, quand ils définissent une menace, c'est une chose.
Mais qu'elles identifient une menace, c'est autre chose. Vous avez des bases secrètes en Italie, par exemple, même dans beaucoup de pays européens, il y a des bases secrètes qui permettent à les Américains de mener un ensemble d'opérations clandestines et secrètes, hors, n'est-ce pas, des circuits officiels. Donc, vous avez, toujours parallèlement à cette stratégie, vous avez ce qu'ils appellent les États pivots. Les États pivots dans la géopolitique américaine ou dans la stratégie géomilitaire américaine sont des États comme l'Égypte, qui permettent à l'Amérique d'avoir un pied à terre dans une région, un pied à terre militaire dans une région, et à partir de là, instaurer l'ordre militaire américain dans la région. C'est ça. Un pays comme l'Égypte, l'Afghanistan était un pays pivot. L'Ukraine était un pays pivot. L'Allemagne était un pays central en matière d'État pivot. Donc vous avez des États comme ça. Alors un État pivot, c'est un État justement qui joue un rôle, mais c'est aussi un État qui peut servir de base à la déstabilisation d'une région dans le cadre de la géopolitique du chaos pour permettre aux Américains d'atteindre des objectifs géopolitiques. Et au cas de cette logique géopolitique, pour le cas qui nous intéresse, l'Amérique définit sa stratégie en fonction de la présence russe, en fonction de la stratégie russe. C'est important de comprendre ça. Alors pour le cas du Niger, vous avez des façades qu'ils mettent en avant comme la lutte contre le terrorisme, contre Al-Qaïda. C'est les fables pour enfants. C'est l'Amérique qui crée le terrorisme dans le monde. Alors, on lutte contre Al-Qaïda, des bêtises comme ça, on va lutter contre le terrorisme, mais c'est la façade. Le but, c'est de mettre sur pied des dispositifs, que ce soit en termes de matériel militaire de pointe, pour capter toutes les informations qui circulent, en matière d'information. Encadrer aussi des services spéciaux, les réseaux de la CIA, de manière à les rendre invisibles pour qu'ils puissent opérer tranquillement, mais en avant le prétexte, n'est-ce pas, le prétexte de lutter contre le terrorisme. Identifier les plaques de ressources minières rares, ou bien des terres rares, et commencer à les mettre sur orbite, c'est-à-dire les mettre sous la protection américaine. Et troisièmement, organiser la déstabilisation de ces pays de manière à ce que les dirigeants soient des interlocuteurs valables aux Américains. Qu'est-ce que l'interlocuteur valable? C'est l'interlocuteur qui est soumis aux intérêts américains. Alors, si on parle de ce point de vue général, de manière spécifique, l'enjeu du Niger se fait voir. L'enjeu du Niger, c'est toute la grande stratégie du Golfe de Guinée, exercer un contrôle absolu sur le Golfe de Guinée, et là encore, une fois de plus, anticiper sur la menace que représente la Russie. Alors, vous regardez la Russie, c'est le Mali, État pivot central dans la géopolitique américaine, c'est-à-dire menace sérieuse. Le Mali, vous avez maintenant le Burkina Faso, vous avez maintenant le Niger. Alors, au départ, la démarche a été d'introduire le secrétaire général de l'ONU, qui servait de façade, n'est-ce pas, à la démarche américaine au Niger. Vous avez vu, monsieur le protégé général de l'ONU se transformer en VRP des États-Unis et venir demander que le Niger devienne, que l'armée du Niger soit internationalisée. Et il a fait dans le cadre d'une longue tournée où il avait dénoncé les coups d'État militaires. Et arrivé au Niger, il a dit qu'il faut qu'on internationalise l'armée américaine. Je voudrais vous rappeler que une telle notion n'a aucune base juridique au niveau international. Elle n'a aucune base. C'est une notion étrange. Mais il servait de paravent à l'OTAN. Et l'OTAN voulait se servir du Niger pour redessiner les cadres dans la guerre contre la Russie, contre Wagner, le mantra qu'on appelle Wagner. On voulait faire du Niger une base arrière, de transformer le Niger en une véritable base militaire pour aider l'OTAN à contrer ce qu'ils appelaient la présence de Wagner dans la sous-région. Alors historiquement déjà, il faut rappeler que depuis des décennies, on sait que les Américains ont deux bases. Ils ont deux bases au Niger. Il y a la base aérienne 201 à Agadez. Et il y a une autre base militaire là qui essentiellement sert à gérer la collecte d'informations, la gestion des communications dans toute la sous-région. J'ai oublié le nom de la ville, mais ils ont deux bases à ce niveau-là. Alors, donc, nous sommes là au cœur des intérêts américains au Niger. Ces intérêts sont purement géostratégiques d'abord. Et dans le cadre du dispositif que je viens de vous décrire, comment est-ce que l'Amérique entend utiliser le Niger comme un des lieux de son déploiement militaire dans toute la sous-région Golfe de Guinée. Évidemment, il
il y a de manière très précise le contrôle d'un pays comme le Tchad. Et les manœuvres que vous avez vues avec Succès Mara rentrent dans cette dynamique-là. L'invitation de Mahamat Déby au sommet USA Africa, au centre sommet, entre dans cette logique. Il est question et là c'est une bataille très décisive. Tout fait pour que le Tchad ne bascule pas totalement dans le giron russe. Il y a ces enjeux-là. Et pour ça, le Niger est capital. Je prends seulement, est capital. Il y a l'enjeu, et à partir de là, il y a même l'enjeu, n'est-ce pas, de la Centrafrique. À partir de l'épicentre soudanais. Vous voyez tout le conflit qui est au Soudan actuellement, qui oppose Emeti à, comment il s'appelle notre ami, c'est Bourhan. À Bourhan, tout l'enjeu, il est là, vous voyez. Si vous prenez tous ces pays-là, toute cette région, toute cette plaque géomilitaire, tectonique dans le sens où ça bouge énormément, tout ça doit être contrôlé. Et pour ça, il faut qu'il y ait des endroits de stabilité, n'est-ce pas, en termes de logistique, en termes de coordination logistique, en termes de coordination logistique, communication, etc. Il faut qu'il y ait des bases stables pour pouvoir se déployer dans ce niveau-là. Et n'oubliez pas la dimension, les matières premières. Le Niger, c'est un pays extrêmement riche. L'enjeu du Niger est colossal. Quand vous regardez la structure même de l'État américain, qui est le temple du capitalisme mondial, vous voyez qu'ils ne peuvent pas ne pas avoir un pied à terre dans un pays qui est l'une des dernières nappes phréatiques du monde. Je vous indique que le Niger a, en termes d'eau, une réserve qui peut faire vivre le monde pendant plus d'un siècle. En considérant qu'aucun pays n'a l'eau. Et ils ont une très bonne eau dans le désert. C'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur. Je ne parle pas des terres rares qu'il y a en Niger. Le gaz, l'uranium, le pétrole. C'est un pays l'or, immensément riche. Maintenant que le garçon de course français est discrédité et mis hors d'état de vue dans ce pays-là, non, le garçon de course, c'est la France elle-même. Par exemple, c'est un vaurien, laissez ce vaurien-là. La France était le garçon de course des Américains. Le cache-sexe des Américains. Ils savent plus rien, les Américains sont là eux-mêmes. Et comme d'habitude, ils savent allier terreur et pragmatisme. Ils savent que dans le cas d'espèce, Bazoum est grillé, il faut tenir compte de la présence des militaires. Alors, comme d'habitude, ils manient la carotte et le bas. Ils chantent la chanson démocratique. Bazoum doit revenir. En même temps, ils sont pragmatiques. Ils disent aux militaires nigériens que bon, donc, parlez bien, on peut s'entendre. Mais parlez bien là, c'est entraîner le Niger dans un engrenage dangereux. Parce que Kissinger nous a appris avant sa mort que il est dangereux, il est fatal d'être l'ami des Américains. Il vaut encore être leur ennemi que d'être leur ami. Donc le Niger ferait mieux d'être ennemi des Américains que de devenir leur ami. Donc la main tendue, le cinéma, le théâtre, la théâtralisation du rapport des États-Unis à ce qu'ils appellent coup d'État militaire, il faut faire attention, c'est une théâtralisation dangereuse. Parce que ça leur permet de jeter un écran de fumée sur leurs intentions et en même temps pénétrer davantage le régime du Niger. Je voudrais vous rappeler qu'il y a toute une colonne américaine au cœur de l'armée nigérienne, une colonne américaine qui fait des mains et des pieds pour qu'on maintienne le rapprochement entre le Niger, qu'on maintienne, n'est-ce pas, l'axe américano-Niger. Mais le prix à payer pour le Niger serait quoi? L'expulsion de la Russie. Et le basculement du Niger dans le giron américain. Est-ce que, Justin Gross, la région peut se permettre un tel luxe actuellement? Non. Nous connaissons l'engagement du Niger dans l'AES. Oui. On connaît les liens qu'il y a entre les trois pays, Burkina, l'État-Congouma, etc. On connaît même que le rapport de force au sein de l'armée nigérienne actuellement est un équilibre fragile. Tchani n'incarnant un certain âge de l'armée du Niger, et d'autres réseaux, d'autres façons de l'armée autour du général, comment il s'appelle? C'est Salifou, je crois, le général Salifou. Il y en a d'autres. Donc tout ça, c'est un équilibre qu'il faut gérer avec beaucoup de délicatesse et que l'Amérique ne ratera pas l'occasion de briser pour son propre intérêt. C'est ainsi qu'elle espère revenir en force dans le jeu et larguer les Russes. À défaut de larguer les Russes, pourquoi pas s'entendre? Il faut créer les conditions pour qu'il y ait une entente au détriment des Africains. Créer du chaos, injecter du chaos, obliger la Russie à venir négocier avec elle. Donc, ces enjeux-là, ces enjeux géostratégiques et géomilitaires et géopolitiques doivent être maîtrisés rapidement par les dirigeants du Niger pour mieux éviter le danger majeur que représentent les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays, c'est un État criminel. Son essence est criminelle.
Il ne fait pas autre chose. Quand il dit démocratie, c'est le crime. Il dit économie, c'est le crime. Il dit assistance humanitaire, c'est le crime. Il dit droit de l'homme, c'est le crime. Il dit démocratie, c'est le crime. C'est un État authentiquement criminel. Oui. Voilà. Donc, le débat, c'est de savoir comment les pays africains entretiennent des rapports avec un État qui est essentiellement criminel. C'est cela qu'il s'agit. Et qui aujourd'hui est aux abois. Et énormément aux abois. Il est aux abois parce qu'il perd la guerre en Ukraine. Dans le Moyen-Orient, il y a une recomposition extraordinaire au Moyen-Orient qui remet en cause totalement les acquis du projet GMO, Grand Moyen-Orient, sous Bush, qui a déclenché l'invasion de l'Irak. Donc, cet équilibre-là aujourd'hui est remis en cause par les nouveaux acteurs majeurs dans le Moyen-Orient, comme la Chine et la Russie, sans compter l'émergence de plus en plus affirmée de l'Iran. Donc, ça chamboule complètement la carte de la sous-région. En Ukraine, ils ont perdu la guerre. En Afrique, le discrédit de la France, c'est aussi le discrédit des États-Unis. Je ne parle pas de leur situation économique, leur hyper-endettement, qui a perdu toute viabilité, fait que les Américains sont aux abois. Donc, les Nigériens doivent être intelligents. Il n'est pas question ici de croire que, de s'engouffrer dans un jeu facile à savoir, comme peut faire les oppositions, opposer l'impérialisme, n'est-ce pas, à une puissance, en croyant de manière sans adosser ça, de manière naïve, sans adosser ça à une véritable stratégie. Ça peut se retourner contre l'autorité du Niger. L'axe de l'Itako-Gorma est la réponse la plus adéquate. Tout ce qui doit être fait doit avoir pour matrice l'alliance du Sahel. Ça permet aux autorités de ces trois pays en général, aux autorités nigériennes, de jouer sur leur terrain à eux. De ne pas aller jouer sur le terrain ennemi. Alors, il y a évidemment l'enjeu de ce que j'appelle la petite dépendance budgétaire du Niger à l'égard de l'aide extérieure. Il y a ça qu'il faut gérer. Mais là encore, il faut que l'État du Niger et son Premier ministre fassent preuve de créativité. L'Amérique fait le chantage de l'aide. On va se prendre, tantôt on se prend pas, tantôt on se prend le chantage de l'aide, la GOA, l'aide alimentaire, et puis évidemment l'accès à des guichets internationaux. Donc ils font ce chantage-là pour essayer d'impressionner les dirigeants du Niger. Mais là encore, il faut anticiper rapidement. Il faut anticiper rapidement pour mobiliser, réorganiser l'économie du pays, réorganiser le rapport des forces internes, n'est-ce pas, et développer rapidement une capacité à produire localement un ensemble de biens de base. C'est très rapidement, en essayant de maximiser tous les apports, n'est-ce pas, de l'Alliance du Sahel, pour essayer de contrebalancer le chantage que les Américains sont en train de faire. Donc, on est là dans un équilibre fragile. Les intérêts des Américains sont celles que je viens de vous dire. Il y a le maintien en place des 1100 soldats américains qui sont déjà là. Il faut les maintenir, qu'ils soient sécurisés, etc. Ces accords doivent être maintenus. Il y a l'accès aux matières premières. Il y a le fait que le rééquilibrage du rapport de force entre la Russie et la Russie dans la géopolitique interne au Niger. Tels sont les enjeux, les intérêts américains au Niger. Président Badakani, une question cependant. Au Sénat américain, ils ont été très nombreux à voter que les soldats américains doivent rester sur le sol nigérien. Pendant ce temps, au Niger, eh bien, il y a l'AES, l'Agence des États du Sahel, qui ont pour partenaire privilégié la Russie. Qu'attendent aujourd'hui les autorités nigériennes pour attirer la Russie sur le sol nigérien? C'est un que je vous parlais tout à l'heure, c'est pour ça qu'on va le dire clairement. Il faut que le Niger fasse preuve d'honnêteté géopolitique très rapidement. Parce que le louvoiement qui est entre, tout à l'heure je viens de vous le dire, le louvoiement qui est entre l'Alliance du Sahel, la Russie et les Américains ne sont pas à court terme, à moyen terme, avantageux pour le Niger. Et ça, vous n'allez pas comprendre ça, je répète, si vous n'analysez pas à fond le rapport de force interne à l'armée du Niger. L'Occident compte sur quoi? Sur le fait que l'unité de l'armée du Niger ne sera pas tenable longtemps. Elle sera fragile. Oui, parce que il y a une contradiction fondamentale déjà au sein de l'armée, parce que Tchani, c'est l'homme de Issoufou. Vous vous rappelez Issoufou, oui, avant d'être l'homme de Bazoum. Et le lien entre lui et Issoufou devient dangereux parce que la majorité des Nigériens réclament l'arrestation d'Issoufou,
qu'il considère comme étant un bandit, ce qu'il est. Un traître et un bandit. Et vous voyez que depuis, le dossier Issoufou n'est pas mis sur la table. On tergiverse encore. Là, vous n'arrêtez pas Bazoum, mais vous laissez Issoufou. Or, c'est Issoufou qui est quasiment le parrain de M. Tchani. Alors, le nouveau Tchani qui a opéré une conversion radicale, quand on regarde sa trajectoire du passé, le nouveau Tchani n'est pas encore allé aussi loin qu'il puisse engager une dynamique de clarification de sa relation avec Issoufou en termes de terrain. Il n'est pas encore arrivé à ce niveau. Vous l'avez au sein de l'armée, l'autre frange qui est très patriotique, très panafricaniste, qui est incarné par le général. D'ailleurs, vous vous souvenez de l'épisode où le général est allé rendre visite à ses frères maliens. Il est rentré, ça lui a valu l'ascension de M. Bazoum. Vous vous souvenez? Donc, et je vous ai parlé aussi de la grande filière, la filière américaine au sein de l'armée nigérienne. Donc, les Occidentaux misent sur le fait que l'équilibre militaire, l'équilibre interne à l'armée nigérienne ne tienne pas longtemps. Si elle doit tenir, qu'on l'oblige à sacrifier, à un moment donné, certaines exigences pour sauvegarder l'apparence. Parce que chaque fois qu'on met en avant la tête du vaurien de Bazoum, là, vous pouvez comme ça, pourquoi? C'est quoi, ok. Bazoum, là, les Américains s'en fichent de Bazoum. Comme Macron s'affichait de Bazoum. Bon, il n'y a que les bandits de la CEDEAO parce qu'ils les tiennent, ils ont des contrats dans l'or, de l'uranium, ils les tiennent, comme on dit au quartier. Permettez-moi l'expression, à leurs organes vitaux, qui eux tremblent un peu. Mais que ce soit la France ou les États-Unis, ils s'en fichent de Bazoum. Mais il dit que bon, ok, vous voulez qu'on lâche Bazoum totalement? Donnez-nous ça. Donnez-nous ça. Mais derrière la tête de Bazoum, il y a tous ces enjeux que je suis en train de vous citer, les équilibres internes dans l'armée nigérienne, la question des ressources, etc., et la présence russe. Donc, à l'heure actuelle, il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que une bonne partie de l'élite du Niger, qui vivait de trafic, de cette fausse économie que la France avait installée au Niger, où on brade les matières premières du pays, en particulier l'uranium, on brade tout ça, mais en y greffant toute une génération de soi-disant agents économiques qui n'en étaient que de nom. Et tous ces gens-là avaient réussi à créer, à bâtir une clientèle au sein de la société nigérienne. Ça faisait que l'économie, une bonne partie de l'économie nigérienne, qui tournait autour de cette rente minière, etc., vivait grâce à ce genre de bricolage. Alors, ce bricolage-là est en instabilité totale depuis la chute de Bazoum. Et ces gens s'agitent. Ils disent que non, vraiment, entre guillemets, la junte militaire, c'est le plan économique, il n'y a rien, les gens souffrent, on ne mange pas la révolution, tout ça est consomme, machin. Donc, les Occidentaux jouent sur tout ça pour essayer de fragiliser davantage la transition militaire qui est au Niger et revenir en force dans le dossier nigérien. On est dans une situation qui nous rappelle un peu la guerre froide. On était prêt à tout pour qu'on soit présent. Si mon ennemi est présent, je dois être présent. Et les pays étaient partagés entre les deux acteurs, les deux aires de la guerre froide. Les Occidentaux, à défaut des partis, veulent rétablir un tel rapport de force de manière que le débat cesse d'être... Finalement, la guerre froide de retour. Oui, la guerre froide de retour maintenant. Ça sera une guerre froide de tripolaire ou quadripolaire, tout ce que vous voulez. Les Occidentaux veulent donc, à défaut de perdre tout, qu'ils imposent ce rapport de force et ça se fera au détriment des pays africains. Vous voyez un peu. Donc nous interpellons directement ici les responsables du Niger. Nous appelons à la vigilance. Les Américains ne peuvent pas être nos amis. Ils ne peuvent pas être nos amis. Les Américains ne peuvent pas être l'amis des Africains. Il ne faut pas rêver. S'il y a un ennemi aujourd'hui sur le plan géopolitique, la plus grande menace qui pèse aujourd'hui sur les pays africains, c'est la menace américaine. Donc, aux dirigeants du Niger, rapidement de tirer les conséquences, le général Tchani doit prendre sa responsabilité. Il faut que l'armée du pays, n'est-ce pas, rapidement, il y ait un consensus sérieux autour de ces questions centrales et déterminantes, n'est-ce pas, de l'avenir de la transition. Merci à vous, Président Badakali, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Restez sur nos plateformes numériques YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, likez, partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Sur ce, bonne journée à toutes et à tous.